on enchaîne sur la dernière conférence, toujours avec l'association EDUS, Alan Depeau, Brice Lepoutre et le président de l'association Tabac et Liberté, Monsieur Rousseau, Docteur Pierre Rousseau. Alors le sujet, c'est comment sont perçus, comment est perçue, c'est la seule association, l'EDUS, de vapoteurs. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Aujourd'hui, en France, c'est la seule association de défense des consommateurs. Et donc voilà. La question. C'était une question simple. Et il faut absolument ajouter que nous sommes complètement et totalement indépendants de tout intérêt commercial. Avec l'industrie du tabac, de la cigarette électronique, pharmaceutique, de tout. Totalement indépendante, ça se... DRH, responsable informatique, on est tous... Rien à voir. Rien à voir. Concrètement, au niveau de l'association, il y a des mesures qui sont prises par rapport à ça, c'est-à-dire comment on adhère à l'association. Dans les statuts, c'est inscrit qu'il est interdit. Il y a un rappel en rouge quand on veut adhérer que les professionnels de la cigarette électronique ne sont pas autorisés. Et donc voilà. Voilà, ok. Donc totalement indépendant. Donc vous avez, semble-t-il, des problèmes avec les autres associations avec les associations anti-tabac. Est-ce qu'on peut dire que l'EDUS est une association anti-tabac déjà ? Pas du tout. Pas du tout. Notre but, c'est pas la lutte contre le tabagisme. Notre but, c'est d'empêcher que les vapoteurs qui ont réussi, à dire adieu au tabac grâce à la cigarette électronique ne replongent pas dans le tabac à cause de mesures restrictives trop dures et inappropriées. Naturellement, vous êtes quand même rapproché des associations anti-tabac ? Alors, on s'est rapproché de quelques associations anti-tabac. L'OFT, par exemple, avec Bertrand Duesenberg, ce fut notre premier rapprochement. Et voilà, il y en a avec qui ça se passe très bien. Il y en a, par exemple, comme l'OFT, où ça se passe très bien avec certaines personnes comme Bertrand Duesenberg, et moins avec l'ancien directeur, par exemple, de l'OFT, avec qui les rapports étaient beaucoup plus tendus, parce que beaucoup plus sourds aux arguments, et pas trop dans les échanges d'idées. Après, il y a d'autres associations, on va essayer d'en citer plusieurs pour pas faire trop de visées, comme DNF, comme le CNCT, comme Alliance contre le tabac, qui sont des associations qui ont l'oreille des pouvoirs publics et qui ont une attention particulière des pouvoirs publics. Eux refusent complètement le dialogue et sont dans la négativité permanente sur le sujet de la cigarette électronique. Ils refusent toute discussion, toute vision des choses différentes de la leur. Et après, il y a le côté institutionnel, on va dire, où par exemple on parlait tout à l'heure du Haut Conseil de santé publique ou de l'INCa, qui sont les plus hautes autorités de discussion avec le ministère de la Santé, où on a essayé plusieurs rapprochements suite aux différents communiqués qu'ils avaient faits qui étaient préhistoriques au niveau des données qu'ils utilisaient, et on a essayé de nombreuses fois de les contacter, que ça soit par courrier officiel non agressif, parce que même écrit avec des médecins qui nous avaient aidés à écrire le courrier officiel avec les bonnes formes officielles qu'il fallait pour demander une audition, une rencontre, pour qu'on puisse leur exprimer l'évolution du point de vue, et donc ces mails, ces lettres par courrier, ces coups de téléphone sont toujours restés sans réponse. Porte close, sans aucune justification. Sans même aucun mot de leur part. D'accord, d'accord. Alors vous, au niveau de l'association Tabac et Liberté, donc j'ai cru comprendre que vous travaillez ensemble, il y a de la communication justement. Donc pourquoi vous acceptez de travailler ou être en relation avec l'EDUS? Est-ce que la nature de l'association est une des raisons? Est-ce que vous pouvez expliquer cette relation que vous avez avec l'EDUS? C'est une relation toute nouvelle, mais qui est venue au hasard de la roulotte, de notre cheminement. Nous avons créé, nous, l'association Tabac Liberté en 1994 dans un but de santé publique. On en avait assez de voir les gens mourir de la maladie tabagisme. Bertrand Duesenberg est parti, mais c'est le premier qui a dit « tabagisme, maladie ». Voilà. Et c'est une notion que les gens n'ont pas présente à l'esprit. On meurt d'un cancer du tabac. Non, on ne meurt pas d'un cancer du poumon. Non, on ne meurt pas d'un cancer du poumon. On meurt de la maladie tabagisme. On meurt
de la maladie tabagisme et non pas de l'infarctus qui a été créé par la maladie tabagisme. Et nous, ce qui nous a frappé, c'est que, bon, au départ, on a créé cette association pour former les médecins généralistes au sevrage tabagique. Parce qu'à la faculté, on ne nous l'apprend pas. On nous apprend tout un tas de trucs ésotériques, mais le tabac, on n'en parle pas. On parle du cancer du poumon, on parle des maladies cardiovasculaires, on parle des artériopathies oblitérantes et membres inférieurs, etc., etc. Mais le tabagisme, non, on n'en parle pas. On ne le soigne pas, ça ne compte pas. Donc on a créé cette association en 1994 pour former les médecins généralistes au sevrage tabagique. Et on a formé plus de 3800 professionnels de santé au sevrage tabagique. On leur a expliqué que quand un patient rentre dans votre cabinet, eh bien, la première question qu'il faut lui demander, c'est, avant de lui dire, vous venez me voir pourquoi? Non. Vous êtes fumeur? Oui ou non? Si vous êtes fumeur, est-ce que vous avez envisagé d'arrêter? Oui ou non? Si vous avez envisagé d'arrêter, on peut vous aider. Et les membres de notre association leur fait signer une charte dans laquelle ils s'engagent à poser cette question. Et puis après, on s'est rendu compte que ça ne marche pas, c'est pas facile hein, d'arrêter quelqu'un de fumer, c'est même très difficile. Et puis il y a 6 ans, dans la clientèle, un pilote d'Air France m'a ramené un petit gadget, device, Ruyan, ça s'appelait. Mais j'ai regardé ça avec intérêt. Et puis je me suis dit, mais voyons, qu'est-ce qu'il y a? La cigarette est toxique par 3 voies. La voie du cancer, la voie des maladies cardiovasculaires et la voie de la BPCO. Pourquoi? Parce qu'elle libère du monoxyde de carbone, elle libère des cancérigènes, elle libère des particules et elle brûle. Et puis, accessoirement, elle libère aussi de la nicotine. Mais la nicotine, ça n'a jamais tué quelqu'un. Elle n'est pas toxique, la nicotine. Aux doses où on la manipule, elle n'est pas toxique. Et je me suis dit, mais voyons, ces fumeurs, on dit qu'ils ont besoin de la nicotine. Mais là, on leur apporte la nicotine, le bon, sans leur apporter le mauvais. Mais ça va être une révolution. Et puis je me suis complètement trompé. 4 ans ont passé, on n'a pas parlé de la cigarette électronique. Et puis là, grâce à vous, ou grâce à qui, je ne sais pas, c'est reparti. Et puis c'est reparti, moi j'écoute mes patients, ils me disent « Qu'est-ce que vous pensez de la cigarette électronique ?» Mais moi je leur dis « Moi j'en pense rien, je ne suis pas au courant. » Vous, et avec la cigarette électronique, je ne fume plus. Eh bien, c'est gagné. C'est gagné. Il ne faut pas oublier qu'en France, il y a 7 morts par heure dues au tabagisme. Dans le monde, c'est 1 mort toutes les 6 secondes. Et on veut ignorer la cigarette électronique? Mais alors, pour quelle raison, l'establishment, d'une manière générale, se refuse à entendre ce qui se passe sur le terrain, dans la vie des gens, tout simplement? Pourquoi il y a ce blocage psychologique? Alors j'organise là le 5 et le 6 le congrès de la Société française de tabacologie. Et dans le discours inaugural, je vais leur dire, ça va être la réponse à votre question, je vais faire référence à un proverbe chinois qui dit qu'une liasse de dollars tire plus fort que 100 paires de bœufs. La puissance des cigarettiers, le succès du tabagisme est sous-tendu par des intérêts financiers des uns, et puis aussi par la passivité, pour ne pas dire de la complicité des autres. Vous ne pensez pas qu'il y a une sorte de frustration aussi de l'establishment? C'est-à-dire que ni les autorités de santé, ni l'État, en général, ils sont là pour justement diriger nos vies, dire voilà, on a trouvé des solutions pour vous, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et puis là, aujourd'hui, ça vient d'en bas, en fait. Et est-ce que ça provoque pas justement ces formes de rejet que peut avoir les DUS, justement, quand ils vont voir des associations qui ont pignon sur rue, qui sont subventionnées, des fois à des montants assez ahurissants compte tenu du nombre d'adhérents qu'ils peuvent avoir? Est-ce qu'il n'y a pas ce phénomène-là, quand même, de dire finalement, c'est pas nous qui apportons la solution? La réponse est claire. Au point de vue subvention, mon association touche une subvention de l'Agence régionale de la santé et de la Mildeka. Il y a 2 ans, la subvention de l'ARS nous a été supprimée, au motif que je ne connais pas. Et cette année, la subvention de la Mildeka vient de nous être supprimée.
Par contre, du côté des buralistes, ce n'est pas par... Nous c'était 2500 €. Mais qu'est-ce que ça représente, 2500 €? C'est ridicule. Comparé aux millions, c'est 150 millions d'aides dans l'année ont reçu les buralistes. Et ça se chiffre en milliards lorsqu'on regarde entre 2004 et 2011, quand il y a eu les fameux contrats d'avenir. Ce n'est pas des 1000 € qu'ils ont reçus, ce n'est pas des millions, c'est des milliards. Alors que leur chiffre d'affaires a augmenté de 40%, leur chiffre d'affaires lié au commerce du tabac. Et on entend déjà certains députés qui commencent à faire des publications pour dire qu'il va falloir commencer à penser au prochain plan d'avenir à partir de 2017. Donc ça, c'est un fait. Mais pourtant, vous travaillez avec les professionnels de santé, justement. Donc oui. Qu'est-ce qui crée ces blocages? Vous n'avez pas de raison, en fait. C'est un problème d'aider les gens à arrêter de fumer. Nous, notre but, c'est arrêter les gens de fumer. Voilà. Mais je crois que l'État a d'autres intérêts et d'autres soucis. Moi, je pense que l'État veut que les gens confument. Je n'en veux pour preuve que les propos d'un certain Miloš Zeman, qui était Premier ministre en Tchéquie. Il disait l'État a intérêt à ce que les gens fument, car les fumeurs meurent de bonheur. En effet, ils meurent de bonheur et ils sont privés de leur juste retraite. Et en Tchéquie, comme en France, comme partout ailleurs, le problème est le même. Le fumeur qui meurt à 60 ans est bienvenu pour la caisse de retraite. Et c'est là aussi quelque part qu'est notre force à nous, parce que nous on a refusé toujours, on n'a même pas cherché à en avoir toute subvention comme vous disiez, et du coup ce qui nous permet, nous d'autant plus, cette liberté de ton et de pouvoir dénoncer justement un Sénat buraliste, des députés buralistes, un gouvernement buraliste, sans avoir peur de perdre des subventions diverses et variées. Et si vous voulez mon opinion, vous n'avez pas la force, comme disait Bertrand tout à l'heure, des cigarettiers. On n'a pas leur force, mais on a la conviction. Vous avez la conviction et c'est très sympathique et je la partage. Mais vous avez surtout une grande aide qui vient d'en bas, qui vient des consommateurs, qui ont compris, la plupart, que le tabagisme était une tromperie, c'était une escroquerie. Aujourd'hui, c'est quelque chose à laquelle les gens sont sensibles. On va beaucoup, nous, dans les lycées et collèges pour parler aux jeunes. Ils se foutent complètement du cancer, d'ABPCO, c'est pas leur problème. Mais quand on leur explique comment l'État gagne de l'argent et qu'il veut qu'ils fument, parce que le problème du cigarettier, comme le problème de l'État, l'embêtant, c'est que le fumeur, il y a 78 000 personnes qui fument et qui meurent dans l'année de leur tabagisme. Et le commerçant ne peut pas supporter que sa clientèle, elle n'est plus fidèle, parce que dans la caisse, il ne fume plus. On n'a jamais vu un mort fumer. Donc il faut que 7 morts par heure qui décèdent soient remplacés par 7 enfants qui se mettent à fumer et qui remplacent les 7 qui sont dans la caisse. Et tout ça pour une question d'argent. Ça, les jeunes, ils sont sensibles. Et aujourd'hui, on commence à savoir, et puis avec le net, avec les forums, les gens savent. Ils savent. Ils disent, il faut arrêter de fumer. C'est vrai, quel est l'intérêt? En plus, on a un gadget qui nous donne la nicotine. On nous dit que tout est lié à la nicotine. Honnêtement, non, tout n'est pas lié à la nicotine. Mais tout est lié à la prise en charge. Et s'il y a un gadget en plus qui vous amène la nicotine et un vendeur qui vous explique voilà comment ça marche et qui vous prend en charge, parce que le fumeur a besoin d'une aide. C'est comme ça. C'est comme ça. On est ainsi fait. Le fumeur arrive sur Terre avec... Mozart est arrivé avec le génie de la musique, le fumeur est arrivé avec, sur le chromosome, la dépendance. Il a besoin d'une canne pour franchir les étapes de la vie. Cette canne, il l'a trouvée, ou on la lui a donnée, ou on la lui a imposée, peu importe, il l'a trouvée avec la cigarette. Nous, on essaie de la lui enlever, mais bien sûr qu'il faut la lui remplacer par autre chose.
Le substitut nicotinique ne fait rien. Si vous contentez de mettre un patch, c'est zéro, c'est nul. Le fumeur qui fait la démarche et qui va chercher sa cigarette électronique, mais qui a dans l'idée d'arrêter, c'est tout à fait différent de celui qui passe en passant, tiens, aujourd'hui, vous intégrez la cigarette électronique totalement dans vos protocoles, justement, par rapport aux médecins sur le terrain. C'est pas moi qui l'intègre, c'est le fumeur qui vient. Quand le fumeur vient me voir, je lui pose la question, quand est-ce que vous voulez arrêter? Comment voulez-vous arrêter? C'est lui qui va se prendre en charge. Et c'est lui qui me dit, j'ai lu quelque chose sur la cigarette électronique. Mais là, je lui explique comment ça marche. Et je l'envoie à celui qui vend la cigarette électronique. Donc là, par rapport à toutes ces relations, justement, le tabac, renouveler des générations de fumeurs, etc., là, vous êtes en train de nous expliquer, avec l'EDUS aussi, au niveau de l'EDUS, toutes les portes sont fermées, au niveau des autorités, on ne veut pas vous écouter. De temps en temps, ils se sont forcés de nous recevoir, comme on a pu le voir au Sénat, pour être déçus le jour des auditions, du moins, ou le jour même du compte-rendu du rapport de la commission, pour voir que rien de tout ce qui avait pourtant attiré leur attention et donné plein de signes d'approbation, rien n'a été retenu de tout cela. Vous avez rencontré les sénateurs, c'était béni oui et c'est exactement cela. On a été bien reçus. Alors, puisqu'on a démarré la journée avec une très belle description du rapport de Public Health England, merci à Jacques, lors de notre réunion avec le Sénat, la commission santé, nous avons commencé à parler de l'expérience britannique, même avant la publication de ce rapport, mais les données étaient évidentes. Et la sénatrice, il ne faut pas dire qui c'était, a réagi en disant... Je crois que ma description est correcte. Oh, les Britanniques, on ne veut pas en savoir. Ah non, c'est la fin de la réunion. Exactement les mêmes réactions. Exactement. On leur parle des gens du peuple en bas qui ont trouvé des solutions, etc. Si on leur parle des Anglais, non. Nous sommes à 600 ans de la commémoration d'Agincourt, c'est peut-être à cause de cela. Mais en fait, c'est toujours un mur que nous avons devant nous. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine agressivité dans notre programme, mais ça suit des années et des années de diplomatie. Il y a 2 ans, quand nous étions au Parlement de Strasbourg, nous avions une belle pétition à présenter, signée par je ne sais plus combien de dizaines de milliers, 40 000 francophones. Et pas un seul eurodéputé français a voulu nous recevoir. Nous avons donné la pétition à une eurodéputée britannique. Il y avait aussi une Belge qui était prête à le recevoir, mais pas un seul eurodéputé français. Et à chaque fois, c'est le mur. Il y a certains qui sont prêts à nous parler. Et en fait, nous avons entendu parler au début de l'après-midi d'une très belle filière, créative, dynamique et jeune. Mais il y en a une autre en France. Une ancienne, bien implantée dans la culture du pays, qui est ancrée dans tous les patelins de la France profonde. Nous avons entendu parler de 10 000 emplois, mais il y en a une autre avec 100 000. Nous avons entendu parler d'une filière qui a entre 2 000 et 2 500 points de vente. Il y en a une autre qui en a plus de 10 fois plus que cela. Et c'est de cette filière-là dont on parle au Sénat et à l'Assemblée nationale. En ce qui nous concerne, la filière, ses consommateurs, on ne nous parle pas. Donc voilà pourquoi il y a une certaine colère qui se manifeste. Alors je pourrais peut-être vous... Oui, très bien. Je pourrais peut-être vous indiquer un moyen d'être écouté par les sénateurs. C'est celui qu'avait employé British American Tobacco. Il avait invité les sénateurs à 1 000 € le repas chez Françoise, en face de l'Assemblée nationale. Vous savez, le petit restaurant qui est en dessous, là. Si nous avions le budget. 1 000 €, ça doit pouvoir se trouver.
Bon, alors c'est la réalité. J'en discutais à nouveau avec les professionnels. C'est vrai que les buralistes, c'est historique, ils sont implantés, c'est corporatiste. Il y a plein de soutiens, il y a des ramifications, des racines. Ils ont presque plus que ça à s'occuper parce que le produit de toute façon est établi. Il n'y a plus d'innovation dans la cigarette. Je veux dire, ils ont qu'à vendre. Et puis même les prix des cigarettes sont établis pour perdre le moins de temps possible et rendre la monnaie le plus rapidement possible. C'est des épiciers. Donc ça se comprend. Envers le gouvernement, on va dire, ça se comprend, entre guillemets. On pensait à l'origine qu'ils étaient censés se soucier de notre santé, bon, on s'aperçoit que non. Mais là où le bas blesse, et là où ça ne se comprend pas, c'est pourquoi ce refus de débat, ce refus de discussion simple. On peut ne pas être d'accord dans une discussion et en rester là et rester poli. On a toujours été poli, on a toujours été on monte aujourd'hui un peu le ton et on continuera de le monter parce que y en a un peu marre de pas être écouté. Mais pourquoi ce silence des associations dont je parlais au début? Pourquoi DNF refuse de discuter avec nous? Pourquoi Alliance contre le tabac refuse de discuter avec nous? Pourquoi ils sont censés pas défendre les buralistes? Tout cela, pourquoi le CHCCT? Est-ce qu'on n'est pas dans un système tabac très très global où justement un petit peu comme au pays où des chercheurs d'or, les vendeurs de pelles font fortune, c'est-à-dire que y compris ces associations anti-tabac vivent finalement sur le business du tabac, c'est-à-dire tant qu'il y aura des fumeurs, ces associations auront vocation à exister. Est-ce que quelque part ils jouent pas non plus leur mort avec la vape aussi? C'est-à-dire si une solution arrive, finalement peut-être qu'il n'y aura plus besoin d'eux. Voilà, il y a une perversité qui joue avec certaines associations, une perversité derrière tout ça, de l'argent. Et ça revient au pognon. C'est en fait le plus clair aux États-Unis. On parle aujourd'hui du rapport des décisions de la FDA. Aux États-Unis, il y a quelque chose qui s'appelle le Master Settlement Agreement. C'est un accord avec l'industrie du tabac qui verse 10 milliards de dollars tous les ans aux États. Alors les États se sont dit, tiens, c'est pas mal comme pognon, on peut s'en faire encore plus en hypothéquant ces 10 milliards sur les 50 années à venir et en émettant des bons de l'État. Il y a 2 États qui sont en crise parce qu'en fait, ce qui compte pour eux, c'est qu'il y ait un maintien des ventes du tabac. Et ils voient les ventes du tabac diminuer. Ces 2 États qui sont les plus en crise, c'est la Californie et New York. Très curieusement, ce sont les 2 États qui ont pris les mesures les plus draconiennes contre la cigarette électronique. Donc on voit là le lien direct. Et on le retrouve chez nous. L'État a besoin de l'argent. Il y a des emplois, les emplois des buralistes. Donc il faut défendre cette position-là. S'il n'y a pas d'augmentation dramatique du prix du tabac, c'est justement parce que ça pourrait tuer, comment est-ce qu'on dit en français, pond l'œuf doré. La poule aux œufs d'or. La poule aux œufs d'or. Oui. Et si on parle beaucoup de la Grande-Bretagne, je suis navré parce que j'en fais un peu partie, je suis anglais, mais là-bas, on a quand même compris qu'il faut passer les prix à un niveau assez élevé, c'est environ dans les 13 €. Et en Grande-Bretagne, il y a aussi plus largement une politique de santé publique qui est un petit peu différente, pour faire assez simple, c'est-à-dire une protection sociale, une protection qui est peut-être moins bonne qu'en France, et donc du coup plus de pragmatisme dans la réduction des risques, c'est-à-dire à une philosophie qui est plutôt de faire peut-être faisons que les gens tombent le moins malades et ça sera économiquement plus viable. Est-ce que c'est pas la réalité? Les Britanniques sont pas un modèle et il faut dire qu'après tout l'Angleterre a aussi sorti par la petite porte de la coupe du rugby. Attention, je suis très fan de la National Health Service, mais ne rentrons pas là. Ils sont simplement très pragmatiques. Ça revient à un pragmatisme. Et il faut dire que les législateurs écoutent. On a énormément de rapports, on a de témoignages des vapoteurs qui ont essayé de parler à leurs députés au Parlement britannique et ils ont été reçus
Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas... Bon, parce que là, c'est un constat. Donc voilà, c'est comme ça. Alors on peut être en colère, dire c'est pas juste et tout, mais à un moment donné, il faut quand même rechercher des solutions. Est-ce que le processus... Comment se sont passées les choses? Jacques me parlait à un moment donné, il y a des summits qui se passent en Angleterre. Justement, on met un petit peu tout le monde dans la salle et puis discutons. De toute façon, on est obligé de discuter ensemble. Quelles sont les solutions pour faire progresser les choses? Parce que de toute façon, on ne peut pas en rester là. On ne va pas rester là à dire c'est pas juste, c'est pas juste. Qu'est-ce que vous envisagez pour changer la différence avec l'Angleterre, c'est vrai que ces summits ou autres sont quand même assez ouverts et il y a, je vais pas dire une obligation politique, mais c'est presque un devoir pour les politiques, ou au moins d'avoir des représentants qui vont leur apporter ce que pense le peuple. En France, on est vraiment sur un format différent où le ministère reçoit ses consignes du Haut Conseil de santé publique, de l'INCa, de quelques organismes qui, eux, consultent qui ils ont envie, quand ils ont envie pour se faire... Du moins, il y a aucune obligation et il n'y a aucun devoir de représentativité des politiques au sein du peuple. Et c'est ce qui crée tout ce problème en France. Un dispositif systémique pour justement créer la communication. Non, après, faut utiliser des méthodes comme là pour le rendez-vous pour le Sénat. On a été obligé de feinter après avec beaucoup de relationnel, trouver un sénateur qui nous soutenait bien, qui a écrit une lettre de recommandation à une personne, qui a écrit une lettre de recommandation à d'autres, etc. pour enfin pouvoir être reçu par la commission. Et encore, il a fallu batailler fort avec le standard de la commission parce que si on n'avait pas appelé tous les jours sur la dernière semaine, je pense que le rendez-vous, on l'aurait même pas eu. Mais c'est vraiment une vision différente, comme en Belgique, où la Belgique, pareil, les politiques sont très accessibles. En Angleterre, les politiques sont très accessibles. Alan parlait tout à l'heure du combat qu'on avait mené au niveau du Parlement européen. On avait des limites, j'ai eu des raccrochages au nez de certains cabinets d'eurodéputés à Bruxelles. Et quand c'était pour remettre la pétition en France, personne n'a voulu daigner nous recevoir. Le premier coup de fil que je passe à un député anglais, Rebecca Taylor, je descends, donnez-moi un quart d'heure, j'arrive. Et c'était surréaliste. Soyez sans regret, parce que même si en France vous aviez eu le rendez-vous, au dernier moment, Bercy décide et tranche. On a discuté pendant des mois et des mois sur la présence des images horribles sur le paquet de cigarettes. Et avant de l'accepter, on a dit « Ah, mais peut-être qu'on va mettre un cadre ». Et on en a discuté pendant encore des mois et des mois sur la largeur du cadre. Est-ce qu'on le met double? Est-ce qu'on le met simple? Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On a discuté, on a dit après, non, il faut augmenter le prix du tabac. On sait très bien que si vous augmentez le prix d'un produit de moins de 10%, ça n'a aucune incidence sur la vente du produit. Si vous l'augmentez de plus de 10%, ça marche. Ce sont les économistes qui ont fait les études, les preuves existent. On l'a vérifié sur le tabac. Lorsqu'il y a eu le premier plan cancer par Chirac, quand l'augmentation a été de 30%, la chute de la consommation a été spectaculaire. Qu'ont fait les politiques depuis? Ils se sont dit attention, si on augmente plus de 10%, les revenus diminuent, donc on va augmenter de 6%. Les dernières augmentations, il y en a eu 2 qui ont été à 6%. Nous, on s'est battu, on leur a dit, ne faites pas 2 augmentations à 6%, on préfère attendre, mais faites une augmentation à 12%. Chante canari, comme on dit. Il y a eu 2 augmentations à 6%. Et c'est très bien une augmentation à 6% pour l'État, parce qu'il vaut mieux gagner 80% de 15 milliards que 80% de 11 milliards. Quand vous augmentez le camembert des bénéfices et que vous êtes à 80%, mais bien sûr que vos profits augmentent. Et le commerce n'est pas diminué. Alors si, la seule incidence qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu quelques buralistes frontaliers qui ont plongé. Mais l'État qui est plein d'argent, le rachète plein pot, il n'y a aucun problème.
C'est de notoriété publique que depuis justement ces fameux plans Chirac, les décisions par rapport au tabac se prennent à Bercy. Dernièrement encore, c'est Michel Sapin qui a annoncé le fait qu'il n'allait pas augmenter le tabac. Pas d'augmentation. Marisol Touraine l'a confirmé à l'Assemblée, mais c'est finalement le ministre des Finances qui... Et avec cette gestion-là, ce qui risque d'être magnifique et pitoyable à la fois, ça risque d'être ce qui va se passer dans les jours qui viennent à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec un plan de réduction nationale du tabagisme sans augmentation du tabac, sans paquet neutre et très restrictif envers la vape. Tout à fait. Ça va être un magnifique plan de réduction du tabagisme. Alors dans un premier temps, l'Assemblée dit il faut, il y a qu'à, on va faire. Dans un second temps, le Sénat dit ah non, on n'est pas d'accord. Et dans un troisième temps, ça revient à l'Assemblée qui dit bon, ici s'il faut faire quelque chose. La scène continue, ça va arriver à Bercy, et à Bercy, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir que ça sera barré. Est-ce qu'en plus, on est en droit de se dire qu'un gouvernement de gauche ou un gouvernement de droite, ça sera les mêmes décisions? Bonnet blanc et blanc bonnet. Les mêmes qui appartiennent au gouvernement ont travaillé pour Philip Morris, ont travaillé pour British American Tobacco. Donc aujourd'hui, vous avez vos subventions qui sont sucrées et aucune justification. Et non. C'est ça? Le pouvoir n'a pas à vous donner d'explication. Donc, quelles sont les solutions? Vous allez chercher à vous financer ailleurs? Vous allez chercher d'autres solutions? Qu'est-ce que vous allez faire? On va essayer de survivre, on va trouver... On a quand même des actions de sevrage en entreprise qui nous permettent de survivre et qui sont lucratives, alors que quand on va dans une école, c'est pas lucratif. Et trouver un spécialiste qui va passer une journée pour expliquer à des jeunes qui sont pas très motivés, mais qu'on arrive à motiver, il faut le rémunérer. Donc, au final, dans un monde idéal, il faudrait faire quoi? Je pose une question de base. On aurait tous les pouvoirs. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? Là, on a l'impression on vous écoute tous les trois. On est dans une impasse totale. Non. Écoutez Qu'allons-nous faire? la rumeur qui vient du peuple, des gens, des fumeurs qui disent il y a un nouveau produit. Je pense que c'est eux qui vont l'imposer. Tout ça, on le sait, en fait. Enfin, il y a des communautés, justement, de vapoteurs, etc. On sait très bien que c'est l'État. Moi, je le dis souvent, il y a 3 bouquins qui sont sortis en quelques mois. 3 bouquins pour dénoncer les relations de l'État au tabac. Donc, arrive un moment, oui. Tout le monde le sait, on est tous au courant, mais rien ne change. Donc, comme je disais, on peut être en colère, on le sait, mais comment faire remonter jusqu'aux arcanes du pouvoir pour que les choses changent? Y croire. Y croire, se battre et durcir le ton, parce que jusqu'à présent, c'est vrai qu'on essayait toutes les voies diplomatiques, et donc progressivement, je pense, durcir le ton jusqu'à ce qu'on soit enfin écouté. Et puis, il y a la loi. Il ne faut pas oublier qu'il y a un recours contre la directive. Il ne faut pas oublier que nous sommes engagés comme association de nous battre devant les tribunaux contre la directive. Nous ne sommes pas la seule association indépendante de vapoteurs qui le fera. Et contre le plan santé également. Et absolument. Et en France, contre les autres aspects du plan santé. Donc aujourd'hui, on est clairement... vous avez tout essayé en termes de diplomatie, on va dire. Et aujourd'hui, il ne reste plus que l'affrontement. Il faut continuer, il faut absolument continuer à éduquer. Ça c'est essentiel, que ce soit l'opinion publique, les médias évidemment, et les législateurs. Il faut continuer à expliquer notre position. Ça c'est certain. Mais je crois que le vrai combat, et je suis presque certain qu'on y gagnera, sera devant les tribunaux. Et je pense que à force que la grogne monte aussi, il y aura un moment où ils comprendront forcément qu'ils ont eu tort de simplement pas écouter le peuple consommateur de ce produit, qui a le savoir sur ce produit et qui ne veut pas redevenir fumeur, qui ne veut pas mourir du tabac et qui est prêt à tout pour ne pas mourir du tabac. On ne parle pas d'un produit aujourd'hui où on va nous enlever le saucisson parce que l'OMS a décidé que c'était cancérigène. Aujourd'hui, ce que nous demande le gouvernement, c'est de revenir au tabac qui va nous tuer. Donc en gros, ce qu'on nous demande, c'est de nous tuer.
C'est l'effet qu'aura la directive, c'est protéger l'industrie du tabac. C'est ça que les législateurs doivent comprendre. C'est protéger les produits de l'industrie du tabac, non seulement le tabac même, mais ce qu'ils appellent les cigarettes électroniques, qui seraient des bons produits de transition. Seulement, il faut quelque chose vers lequel transiter, parce que les produits des cigarettes électroniques produits par l'industrie tabac sont conçus pour encourager l'utilisation duale. C'est ça ce qu'il faut comprendre, et ces lois protègent ces produits-là. L'interdiction de toute publicité qui, elle, est dans la loi santé, il faut comprendre l'effet, parce que justement, il n'y a que 2500 boutiques spécialisées. Il y a combien? Il y a 26 000 buralistes, 26 000 pignons sur rue. Tout le monde sait où ils se trouvent. Enseigne rouge. Exactement. Lumineuse. Donc le produit le plus notoire sera celui vers lequel les fumeurs continueront d'aller s'approvisionner. Et voilà l'effet de toutes ces lois. Et ça, on va continuer à renseigner le public, les médias et tout le monde. Il y a deux actions que je voulais souligner par rapport, je dirais, à une mobilisation concrète de cette filière de la vape et des vapoteurs. La première, c'est la journée européenne de la cigarette électronique qui est organisée par l'association du Dr Rousseau le 7 novembre, place du Capitole, et avec des conférences. Donc ça va être une action de sensibilisation. Donc je vous invite vraiment tous à vous rendre à Toulouse le 7 novembre, parce que je pense que ça va vraiment être une belle journée. Et je crois que le 7 novembre à Toulouse, début novembre, il y a toujours du soleil, donc ça vaut la peine de venir. Et la deuxième action concrète pour parler aussi de la loi de santé, de sa deuxième lecture à l'Assemblée nationale, eh bien, ce sont c'est une synthèse ou des actes de cette journée, de ce colloque, que l'EDUS et la FIVAP vont rédiger dans les prochaines heures, dans les prochains jours, et que nous soumettrons à toutes les personnes qui sont venues s'exprimer sur scène aujourd'hui à la Maison de la Chimie, afin qu'elles puissent approuver, commenter ou critiquer eh bien, un document de travail qui sera remis dans un premier temps à l'ensemble des députés membres de la Commission des Affaires sociales, et dans un second temps à l'ensemble des députés qui se prononceront en séance plénière sur le projet de loi de modernisation de notre système de santé. Donc voilà, je pense que ça sera aussi une action concrète pour transmettre l'ensemble des discours qui auront été soulevés aujourd'hui, eh bien, de les retranscrire dans un document qui fera aussi entendre notre voix. Et on espère, en tout cas c'est la conviction de la FIVAP aujourd'hui, eh bien que tout n'est pas perdu, qu'on peut encore changer, qu'avant des actions possibles judiciaires, et c'est très probable qu'il y en aura, mais qu'avant ces actions judiciaires, eh bien, on puisse, grâce à cette journée, défendre notre point de vue et défendre aussi cette innovation de rupture qui permet de sauver des vies. Donc voilà, c'est aussi un rendez-vous très concret, à la fois cette journée européenne de la cigarette électronique et ces actes, cette synthèse qui sera envoyée dans un premier temps à la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale. Et justement, ce qui est aussi intéressant par rapport au sujet de cette table ronde et de ce que tu dis, cette journée européenne qui sera très sympathique, je suis sûr, de la cigarette électronique, est montée en même temps, vous en parliez tout à l'heure, que le congrès annuel du SFT, sur lequel EIDUS, par exemple, était invité depuis 2 ans par Gérard Materne, qui avait prévu de faire une session cigarette électronique, et cette association anti-tabac du SFT lui a finalement refusé, a dit on ne parle pas cigarette électronique, refusé, et du coup on s'est vu refuser de... Non, on en parle. Finalement, d'accord. C'est Gérard Materne qui anime la session. Alors, le contact que j'avais eu avec lui, bon, il m'avait dit c'est annulé. Il y aura Bertrand Dotzenberg aussi. On compte sur vous. Et il y aura Yvan Berlin, je crois, qui va en parler. J'ai vu le programme. Oui. D'accord, il y aura finalement la session. Oui. Parce qu'aux dernières nouvelles, il m'avait dit ils veulent tout annuler. Ça sera foutu. Non. Alors, on ne peut pas faire... Bon, on va réciter bien sûr les litanies habituelles sur les méfaits du tabagisme, mais on va parler quand même de la cigarette électronique. On ne peut pas ne pas en parler. Tant mieux. Bon, donc pour conclure, on ne perd pas espoir. On se bat. Il faut toujours garder espoir. Voilà. Merci beaucoup. Merci.